Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Autrefois, on les appelait MTS, soit maladies transmises sexuellement, mais aujourd'hui, on dit ITSS, infection transmise sexuellement et par le sang. Peu importe le nom, si le nom a changé ou pas, le risque demeure toujours le même. Alors, pour nous en parler, je reçois de l'Agence régionale de la santé et des services sociaux et responsable du dossier des ITSS, Mme Danielle Gélina, infirmière. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation, Mme Gélina. C'est important, puis on en parlera, je crois, jamais assez. Ces fameuses maladies... c'est rendu un fléau. Est-ce qu'on peut dire que c'est rendu un fléau? Bien, en fait, on appelle ça beaucoup l'épidémie silencieuse. OK. Il y en a effectivement de plus en plus. Oui, on dépiste, on est en mesure de connaître nos taux, mais il reste que c'est très préoccupant. Alors, il faut en parler beaucoup, justement, pour bien informer. OK. Même si ça a changé de nom, le risque reste toujours présent. Moi, j'aimerais juste qu'on en nomme quelques-unes là, pour être bien situé. Bon, on parle de gonorrhée, de syphilis, qui marque ici qu'il y a un retour en force. Il y a un retour en force de la syphilis? Oui, effectivement, un retour en force de la syphilis. Alors que, mon Dieu, avant 2001, on en répertoriait une couple par année au Québec. Maintenant, entre autres, entre 2007 et 2011, on se parle d'une augmentation de 500 %. Et mon Dieu! C'est vraiment beaucoup. Mais c'est Vous allez me dire, c'est des petits chiffres quand même. Il n'y en a pas autant qu'on s'entend. Là, la plus populaire, c'est la chlamydia. Là, on va y revenir sûrement tantôt. Oui, sûrement. Mais la syphilis, c'est revenu en force. C'est revenu en force. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est revenu en force quand on parle d'environ 500 % d'augmentation? Bien, en fait, c'est une maladie c'est une infection qui est facile à attraper. Alors, voilà. Alors, sans mode de protection, qui pour ces ITSS-là, okay, en particulier, est le condom, c'est facile là, de répandre ça. Si on n'a pas de dépistage, qu'on ne se sait pas atteint, alors à ce moment-là, bien, ça se transmet facilement. Oui, parce que tantôt, on va parler des symptômes, on va parler de dépistage surtout, qui est primordial à ce moment-là. Madame Gélina, on dit que la région de l'Abitibi-Témiscamingue se classe encore une fois au sommet du palmarès. Expliquez-nous ou donnez-nous un portrait, si vous voulez, de la situation dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, et on peut inclure également le nord du Québec. Bon, en fait, oui. Par contre, on se tient au sommet, mais particulièrement pour la chlamydia. Okay. On va mettre ça clair tout de suite. Là. C'est pas ici en Abitibi-Témiscamingue qu'il y a le plus de syphilis. Dans la région de Montréal, on en a vraiment beaucoup. En Abitibi-Témiscamingue, on en a peu encore, heureusement. Mais pour parler de la chlamydia, oui, malheureusement, on est comme en tête de liste là, pour la chlamydia. Alors, chlamydia en Abitibi-Témiscamingue, c'est quelque chose qu'on a beaucoup. Là, on a notre population à risque la plus grande pour la chlamydia, c'est chez les jeunes, entre 15 et 24 ans. Alors, nos efforts de prévention doivent vraiment être mis pour ce groupe d'âge-là particulièrement. Chlamydia, c'est important en Abitibi-Témiscamingue. La gonorrhée aussi, il y en a beaucoup. Dans les infections transmises sexuellement, qui ont pour origine une infection bactérienne, il faut dire que ces infections-là se traitent aussi par antibiotiques, là, lorsqu'on se parle de chlamydia, gonorrhée, syphilis. Est-ce que toutes ces infections-là se guérissent? La majorité de ces infections-là se guérissent. Là, si on se parle de chlamydia, de gonorrhée, de syphilis, avec un traitement antibiotique, oui, ça se guérit. L'affaire, c'est que ça peut passer inaperçu comme symptôme. Okay. En général, les symptômes sont là, mais ça pourrait passer inaperçu.
Alors, donc, tout réside, nous, là, dans nos campagnes, là, c'est vraiment la prévention par le port du condom, le dépistage et le traitement. Parce que si on est atteint d'une maladie, d'une infection transmissible sexuellement et qu'on ne le sait pas, parce qu'on n'est pas dépisté, bien, on transmet. Voilà. Fait que nos efforts doivent porter dans ce sens-là. Vous avez parlé tantôt des personnes à risque ou comportements à risque chez les jeunes. On parle de quoi, 15 à 24 ans? Oui, en fait, pour la chlamydia, la catégorie d'âge où on en a le plus, c'est vraiment dans la tranche 15-24. Les jeunes sont vulnérables beaucoup. Les jeunes sont très vulnérables pour ça, malgré toutes nos campagnes d'information. On aimerait bien comprendre pourquoi nos messages de prévention ne passent pas avec tout ce qui est donné comme information. On aimerait bien mettre le doigt là-dessus, mais on peut peut-être comparer ça aussi. On pense qu'il y a beaucoup le sentiment d'invincibilité chez les jeunes qui est très fort, combiné aussi au goût du risque, la pensée magique. Exactement, parce que quand je suis allé sur Internet tantôt, on va revenir à ça, là, mais il y avait qu'est-ce que je fais? Et puis, autrement dit, il marque ici le top. Le top des 5 pires excuses qu'on peut avoir. J'ai trouvé ça. Mais c'est réaliste parce qu'on est là. On est là. Puis quand on regarde les chiffres, qu'est-ce qui fait que les jeunes aujourd'hui ne se protègent? Ben, je dirais pas ne se protègent pas, se protègent moins qu'ils seraient censés se protéger. Mais c'est tout ça. C'est probablement un sentiment d'invincibilité. Ça m'arrivera pas, pensée magique. Ou encore, qui vont dire, mon chum, ma blonde, il a de l'air propre, alors que, enfin, on sait très bien que c'est pas cette excuse-là. Avoir pris sa douche, mais c'est exactement. Si la bactérie, si le virus est là, même si on est propre, c'est là pareil. Fait qu'en fait, c'est tout ça. On compare aussi, vous savez, qu'il y a beaucoup d'informations qui est donnée. Exemple aussi pour l'alcool au volant, la vitesse. Puis malheureusement, à toutes les semaines, on a des histoires où des accidents mortels, des jeunes ont été impliqués dans des accidents où malheureusement donc il y a des messages. Il y a des messages qui passent, les messages passent bien, mais chez un certain groupe, on dirait que ces messages-là ne passent pas. Exactement. Mais tout réside, c'est l'importance d'en parler et de bien en parler. Puis, en fait, c'est vieux comme le monde, le port du condom, mais c'est notre message de prévention qui est là, puis on doit être peut-être imaginatif dans nos messages de prévention, mais il reste encore que c'est avec ce message-là qu'on doit véhiculer l'importance. C'est comme ça. Tout est évitable dans les maladies, dans les infections transmises sexuellement. La majorité, c'est évitable avec le port du condom. Est-ce que c'est le moyen le plus sûr aujourd'hui, le port du condom? Oui. Pour les infections transmises sexuellement, oui. C'est vraiment... Puis c'est surtout de le rendre accessible. Fait qu'en fait, prévention, c'est la clé très forte. On a 3 grandes clés, là. Je les répète parce que c'est vraiment important. Oui, la prévention, le dépistage quand on a un comportement à risque. Que veut dire un comportement à risque? C'est des relations sexuelles non protégées. Un comportement à risque peut être aussi le partage de matériel de drogue, que ce soit par injection ou inhalation. Là, ça rentre dans la catégorie, par exemple, des infections transmises par le sang, parce que sexuellement et par le sang. Oui, le deuxième S, c'est par le sang. Oui, exactement. Puis il y a aussi tatouage et perçage, là, qui peut être un comportement à risque quand c'est fait dans des conditions qui sont non stériles. Comment un tatouage peut devenir à risque? S'il est fait dans des conditions qui ne sont pas stériles. Okay. Là, en ce moment-là, on se parle de l'hépatite C. Là, nous, jusqu'à présent, on s'est parlé de chlamydia, de gonorrhée, de syphilis, mais il y a autre chose. Là. Il y a condylome, il y a hépatite A, hépatite B, hépatite C, VIH. Alors, on pourrait s'en parler longuement. C'est certain qu'on frappe fort sur le clou de comment on prévient la chlamydia, parce que c'est ça qu'on a le plus en Abitibi-Témiscamingue. Alors, c'est important là, de... La chlamydia, tiens, expliquez-nous c'est quoi?
La chlamydia, c'est une infection bactérienne. Les symptômes qu'on peut avoir ou qu'on peut ne pas avoir non plus. Chez les hommes, on peut avoir un écoulement du pénis. Chez les femmes, on peut avoir des douleurs abdominales, comme on peut ne pas avoir de symptômes. Puis malheureusement, c'est qu'une maladie, une infection transmise sexuellement, comme la chlamydia, peut avoir des complications graves, entre autres chez les femmes. Ça peut conduire à l'infertilité si c'est pas traité. Alors, c'est quand même pas banal. Non, c'est sûr. Voilà. Pourquoi l'infertilité? Bien, en fait, c'est que si on fait une chlamydia qui n'est pas traitée, ça cause l'inflammation au niveau des trompes, ça brise un peu le calibre des trompes. Alors, quand on veut être fertile, que c'est le temps qu'il y a une petite ovule qui passe ça, bien, elle passe moins bien parce que le canal n'est pas aussi fluide qu'il devrait être à cause de toute l'inflammation, de la mauvaise cicatrisation. Fait que c'est important là, de se faire dépister pour être capable de se faire traiter. Est-ce qu'il y a des infections qui pourraient être mortelles si elle n'est pas soignée, c'est sûr? Bien, effectivement, là, si on se parle du VIH, c'est quand même une infection transmise sexuellement. Oui. Là, je pense que les gens savent tous en général que le VIH, autant comme au début du VIH, dans les années 80, c'était plus une maladie mortelle. Maintenant, c'est devenu une maladie chronique qui peut encore être mortelle si on ne guérit pas du VIH. Celui-là, on ne guérit pas du VIH. Par contre, il y a des médicaments qui peuvent être donnés, qui peuvent ralentir le processus. Exactement. C'est parce que j'avais ici dans mes notes, justement, une prochaine émission, sûrement, le VIH-Sida. Oui, voilà. Voilà, on pourrait en faire une émission oui, exactement. Puis c'est dans ma programmation future. On va s'en parler, Mme Gélina, mais c'est une chose qu'il faudrait aussi parler beaucoup. Justement, je veux en revenir, si vous me permettez, à l'information. L'information sur le sujet, on sait que c'est amplement diffusé. On n'a qu'à aller sur Internet, il y en a, là, mon Dieu, mais il y en a, là, c'est épouvantable tant qu'il y en a. Il y en a dans les journaux, il y en a à la radio, il y en a à la télé, la presse écrite et parlée, justement, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui ne passe pas? Parce que des fois, vous pourriez vous dire, ah mon Dieu, pourtant, on n'en parle pas assez. On devrait faire des campagnes plus actives, plus poignantes, mais il y en a des campagnes, mais on voit que les taux augmentent aussi. C'est quoi qui ne passe pas, Mme Gélina, là-dedans? Le truc, je pense, c'est de commencer à en parler jeune. C'est l'affaire de beaucoup de tribunes de parler des ITSS. On commence d'abord par les parents, aussi dans les écoles. Il peut y avoir dans les cliniques jeunesse, dans les maisons de jeunes. C'est pas nécessairement dans les médias sociaux, comme vous dites, sur Internet, qu'on va nécessairement aller chercher la bonne information, l'information qui est de qualité. Parce qu'en fin de compte, de commencer les parents à en parler quand je veux dire, c'est de circonstances à la maison, c'est des valeurs qui sont inculquées jeunes, c'est là l'importance de le faire. À l'école aussi. À l'école, on sait que dans les dernières années, le ministère de l'Éducation, de concertation avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, ont conjugué leurs efforts pour que ça réapparaisse dans les écoles, l'éducation à la sexualité. Puis, contrairement aux idées reçues, l'éducation à la sexualité, ça n'encourage pas les activités sexuelles, au contraire, là, ça favorise l'adoption de comportements sexuels sécuritaires. Puis quand on parle d'éducation à la sexualité, c'est pas juste la dimension biologique non plus, là. Il faut, à travers ça, pour que ça passe bien, comme vous dites, pourquoi ça passe pas? Pour que ça passe bien, il faut aussi beaucoup adapter notre langage avec le respect, la notion de respect, la notion de relation avec les autres, la notion de respect dans l'orientation sexuelle. C'est tout ça. Si on s'attarde juste à la dimension biologique, je pense que c'est là qu'on fait l'erreur, que ça passe moins bien. Ici, une question, Mme Gélina. On parle beaucoup des parents qui doivent commencer à éduquer leurs enfants. Puis bon, on sait que les enfants, les jeunes commencent de plus en plus jeunes à avoir des relations sexuelles. Même on parle des fois de 12, 13, 14 ans, là, 12 ans, 13 ans. Là. Naturellement, à 12, 13 ans et 14 ans, les jeunes ne travaillent pas. Est-ce que vous seriez pour que les parents
fournissent des condoms à leurs enfants? Ça dépend de la relation qu'on a avec nos parents. C'est sûr qu'il peut peut-être avoir des parents qui sont... C'est pas facile d'en parler, parce que, je sais pas, moi, je suis peut-être un gars bien ouvert, mais par contre, l'autre à côté peut dire, moi, je ne suis pas pour aller demander, hey, j'ai 13 ans, moi, je vais aller demander à mon père qu'il aille me chercher une boîte de condoms. Hey, je pense pas. Oui, c'est ça. Mais il y a tout dépendant, comme je dis, de la relation qu'on a avec nos parents. Il y a des parents qui sont imaginatifs, là, je veux dire... c'est pas des bonbonnières. Il y a peut-être une bonbonnière, mais au travers les bonbons, des condoms. Fait que là, de cette façon-là, on est imaginatif. Puis, je pense qu'il faut le faire, il faut en parler. Peut-être avec humour, mais il faut en parler aussi. Avec humour. J'aime ce mot-là. Avec humour, des fois, on peut être, les parents, on est soupé, etc. Bon, puis faire une farce, comme on dit, là. Si vous voulez avoir des rapports, dites-moi, moi, vous en fournir, moi, des condoms, tu sais. Peut-être en farce, comme vous dites, de même. Voilà. Ça peut introduire chez certains parents. Oui, puis après ça, l'enfant va dire, hey, qu'est-ce que tu dis? Attends, tu vrai? Oui, regarde, tu t'en veux, je vais t'en fournir du mollet. Exactement. Puis aussi, ils sont accessibles. Quand tantôt on parlait des tests de dépistage où on peut faire ça quand on a un comportement à risque, il y a plusieurs portes d'entrée pour le faire. Tous les centres de santé des diverses villes de la région peuvent orienter pour où se faire dépister. Mais chez les jeunes particulièrement, parce qu'on est dans la tranche où il y en a le plus, 15-24 ans, il y a les cliniques jeunesse, il y a les maisons de jeunes, il y a par l'infirmière scolaire aussi qui peut nous orienter vers la bonne place. Et ces endroits-là... confidentiel aussi. Là, exactement. Ça, faut frapper fort sur ce clou-là, de l'aspect confidentiel à travers ça. Je n'irai pas la voir. Elle va dire quoi? Ben voyons, non, c'est pas ça. Il faut que tu ailles la voir. Tout à fait. C'est des services confidentiels. Comment savoir si on est infecté? Les symptômes, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, là, mais en général, c'est quoi, Mme Gélina? Les symptômes, ça peut être des écoulements, des douleurs abdominales qui partent et qui reviennent, mais c'est surtout d'avoir la lumière qui s'allume quand on a eu des comportements sexuels à risque, parce qu'on peut tellement ne pas avoir de symptômes aussi. C'est ça qui est important, là. Si on a des comportements sexuels à risque, puis je répéterai jamais assez quels sont les comportements sexuels à risque, c'est vraiment rapport sexuel non protégé. Non protégé. Voilà, rapport sexuel non protégé en ce qui concerne pour chlamydia, gonorrhée aussi. Je veux juste très rapidement, parce que le temps passe très vite, juste regarder ensemble, juste les 5 pires excuses qu'on peut avoir. Si, je suis safe, comme on dit ici, j'ai pas de bébite, je suis vierge, je t'aime, je prends la pilule, ce sont toutes là, des excuses, mais... Des excuses, des fausses croyances, des mythes. Puis on pourrait rajouter aussi à celle-là, je le connais, ça fait 2 semaines. Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent chez les jeunes. Je le connais, ça fait 3 semaines, je t'avais qui est correct. Alors, elle est très propre, j'ai pas peur. Ou non, il est très propre, j'ai pas peur, il n'y a pas de problème. Fausse croyance. Alors, parfois, malheureusement, c'est véhiculé dans les médias sociaux, ça aussi. Moi, je veux revenir en terminant, parce qu'il reste peu de temps, Mme Gélina, mais sur l'importance du dépistage, de ne pas être gêné. On a eu une relation à risque, comme vous l'avez dit si bien tantôt. C'est arrivé, puis on n'avait pas de condom. Le dépistage devient une importance capitale à ce moment-là. Oui, tout à fait. Le dépistage, puis les dépistages, c'est pas quelque chose qui fait mal. Puis en fait, on est bien accompagné quand on a un dépistage aussi par la professionnelle ou le professionnel qui va être en place, qui va bien nous expliquer. Et la porte d'entrée, c'est vraiment, si c'est chez les jeunes, mais c'est vraiment par l'entremise ou de l'infirmière scolaire ou des cliniques jeunesse. Plus âgés, on peut avoir aussi, parce que 15-24 ans, on a dit que c'était un groupe à risque, mais il y en a d'autres groupes à risque. Oui, exactement, c'est sûr. Et surtout que le service est confidentiel. Et c'est très important de le dire. Tous les centres de santé sont capables de vous orienter vers où aller pour un dépistage. Alors, prévenir, dépister, traiter quand il y a besoin, avertir ses partenaires. Mme Gélina, merci infiniment.
Ça passait tellement vite. Alors, on va vous réinviter, certains, parce que moi, je vais mettre l'emphase sur ça le plus possible et surtout faire de l'information comme on a fait ce matin et puis continuer à en faire d'autres. Et puis, on va faire sûrement une autre émission aussi sur le VIH-Sida qui est très important. Alors, vous serez toujours la bienvenue, Mme Géina, à cette émission pour sensibiliser les jeunes. C'est vraiment très important et vous faites un excellent travail également. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, courte pause, mesdames et messieurs, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Comment on peut faire de la sculpture avec un panache? On peut appeler ça l'art des bois, possiblement. Alors, pour nous en parler, je reçois de Duparquet M. Alain Fluet. M. Fluet, bonsoir. Bonsoir. M. Fluet, moi, quand je vous ai rencontré au mois de novembre dernier, j'ai été vraiment plus qu'impressionné de vos sculptures et surtout lorsque vous m'avez dit que c'était fait avec des panaches. Oui, effectivement. Comment on en vient là? Ou il faut tuer beaucoup d'orignaux? Oui, c'est sûr que le principe, c'est assez simple. C'est quelque chose que moi, j'ai toujours adoré la chasse, ces choses-là. Puis, j'ai trouvé que c'était un matériel qu'on pouvait y donner une deuxième vie. Ah, c'est vrai, par exemple, oui. À la place de le laisser exposer dans son garage, là, habituellement. Là. On fait quelque chose que moi, je trouve c'est assez exceptionnel, dans le sens qu'on lui donne une deuxième vie en faisant différents types là, de choses, des choses ornementales. On va en montrer une couple dans quelques instants. Mais comment faites-vous pour sculpter quelque chose dans un bois de panache? Parce qu'on sait qu'un bois de panache, c'est un bois dur. C'est un bois très dur. Alors, est-ce que ça prend des couteaux spéciaux? Ça prend quoi? Oui, effectivement, c'est un bois très dur. Les outils que j'utilise pour ça, c'est des outils rotatifs, électriques ou à l'air comprimé, de style miniature, un peu comme chez le dentiste. Ah, OK. Oui. Et c'est quasiment aussi précis qu'un dentiste. Oui, parce que le détail qu'on va aller chercher dans nos pièces nécessite que ça prend quelque chose qui tourne assez rapidement, puis que pour vraiment aller chercher la précision au niveau des détails. On va en montrer, si vous me permettez, M. Fluet, parce que je trouve ça tellement... On va montrer celui-là ici. C'est un jeu de crib. Oui, c'est un jeu de crib. Ça doit être le fun de jouer au crib, mais il semble que c'est un petit peu spécial. Bon, on le monte à l'écran. Mettons, faire ça, là, un jeu de crib, c'est avec un bout de panache. Est-ce que c'est un panache d'orignal? Oui. Oui, celui-ci, c'est un panache d'orignal. Ça prend combien de temps à faire ça? Parce que c'est de précision, là. Il faut tout que les petits trous soient là, puis qu'ils soient tous égaux, etc. Comment on prend le temps? Une pièce de cette grandeur-là, on peut compter à peu près de 90 à 100 heures de travail. Parce qu'il y a la partie brute au niveau du travail, puis après ça, il y a la partie de finition. OK. Oui. Une finition, c'est un peu comme chez le dentiste, comme vous disiez tantôt. Oui, c'est ça. C'est vraiment d'aller chercher les détails pour... oui. Il y a ici, ça, je vais le montrer. Ça ici. Voilà. Expliquez-moi, c'est quoi? De là, c'est une pièce qui a été montée sur un bouchon de liège pour les bouteilles de vin, qui fait une pièce, là... comment je pourrais dire, ornementale, là, pour un centre de table ou quelque chose comme ça. C'est du panache, ça, c'est du chevreuil. OK. C'est une pièce médiévale que j'ai sculptée, qui est une, on voit ça, une tour de château. Une tour de château. Oui. Quand on parle de panache, M. Fluet, panache d'orignal, panache de chevreuil, panache peut-être de caribou, est-ce que les bois sont aussi durs un que l'autre? Non. Si on va chercher au niveau de la dureté, dans le panache d'orignal, c'est le plus dur. Dépendamment de l'âge aussi de l'orignal, ça va changer aussi au niveau de la dureté du panache. Okay. Oui. Un panache de chevreuil, c'est qu'est-ce qui est un peu moins dur que le panache d'orignal. Par contre, si on va chercher un bois comme le panache de caribou, c'est lui qui est le plus tendre à sculpter. Oui.
c'est sûr que vous en faites beaucoup, beaucoup. Vous ne tuez pas 5 orignaux par année. Oh, ben non, les gardes-chasse, ils sont pas là, vous pouvez le dire. Non. Mais c'est quoi? Vous les prenez où? Est-ce que vous avertissez les gens? Bien non, si vous avez des amis chasseurs qui ne gardent pas les panaches, c'est quoi? Oui, j'ai des amis chasseurs qui m'apportent leurs panaches. J'ai des contacts dans différents milieux. Il y a surtout le monde dans la foresterie. Ah, OK. Ou dans l'exploration minière, qui trouve parce que des panaches. Le panache, il tombe, lui, là, exactement. Oui. Fait que chacun est averti, puis on emporte ça chez M. Fluet. Exactement. Ça, ici, je trouve ça beau aussi, en Moses. On va demander à notre caméraman d'essayer de venir. C'est un ouvre-lettre. Oui, un ouvre-lettre. Fait sur quelle sorte de... Ça, c'est du chevreuil, c'est du panache de chevreuil. OK. La pointe, finalement, du panache, qui est sculptée. Moi, j'aime beaucoup les genres de visages. C'est ça, parce qu'on s'aperçoit ici. Ça, là, les traits que l'on voit ici, c'est vous qui les avez faits, qui les avez sculptés. Effectivement, c'est avec un couteau vraiment là, de pointe fine. Pour aller chercher vraiment ce petit détail-là, au niveau des cheveux, au niveau des Mais poils. oui, exactement. Ça ici, je trouve ça aussi tellement beau. Là, je vais le montrer comme ça, du bon côté, j'espère, oui. Bon, ça, là, expliquez-moi, c'est quoi? Surtout, ce que c'est un morceau de panache? Oui, ça, c'est le bout, qu'est-ce qu'on appelle, dans le bon jargon, c'est l'amulette du panache. OK. Qui est l'extrémité qui va s'assembler au crâne de l'animal. Fait que ça, ça provient d'un panache d'un wapiti. Ah, OK. D'un wapiti. Quand on parle de panache de wapiti, on parle d'un panache qui peut atteindre jusqu'à 68 pouces de hauteur. Oui, mon Dieu. Oui. C'est sûr qu'ici, vous en avez emporté, ce sont de petites sculptures, mais vous en avez certainement de plus grosses aussi. Oui, j'ai des grosses sculptures aussi. Souvent, il y a des gens qui vont me placer des commandes, qui m'apportent leur propre panache, puis qui me demandent de faire quelque chose vraiment suite à une photo, quelque chose comme ça, de leur camp de chasse que je vais représenter sur leur panache. Que vous allez représenter. OK. Oui. Il y en a un autre petit ici, M. Fluet. C'est fait avec quoi, celui-là? Avec quelle sorte de panache? Ça, c'est une tranche de panache dans de l'orignal. Ah, OK. Panache d'orignal. Moi, là, OK, on le voit ici, là, c'est un beau poisson qui est dans les airs, qui a décidé de sauter de l'eau. La première étape que vous faites, moi, là, j'arrive, puis je vous apporte un panache. Oui. C'est quoi que vous allez faire comme première étape? Puis, première étape, dépendamment de la forme du panache, c'est de là que je vais décider l'orientation, si tu veux, au niveau du motif. Qu'est-ce que je vais représenter sur le panache. Selon ce que vous allez voir sur le panache. C'est ça. Puis de là, je vais faire mon dessin à main levée sur le panache. Ah, OK. Puis après, vous allez le travailler. En terminant, il reste à peine 1 minute, M. Fluet. Quelle est votre plus grosse sculpture et votre plus petite? Ça doit être ça dans les plus petites, probablement. Ça, c'est dans les plus petites. Okay. Et votre plus grosse, c'est quoi? La plus grosse, c'est les 2 palettes d'un panache d'orignal que j'ai représenté vraiment, là, 2 scènes au niveau de la nature, avec l'orignal, le castor, les dames de castor, les camps de chasse des alentours. Alors, s'il y en a que ça intéresserait, vous en avez toujours à vendre aussi. Je n'ai toujours, oui. On peut vous rejoindre à quel endroit, M. Fluet? Au 29 chemin du Moulin à Duparquet. Et on peut donner votre numéro de téléphone? Oui, mon numéro de téléphone est le 948-2102. Alors, ceux qui voudraient se procurer de très belles sculptures, vous n'avez qu'à contacter M. Fluet. Il demeure à Duparquet. M. Fluet, merci beaucoup. Puis vraiment très beau et très intéressant. Vous avez des doigts magiques, comme on dit. Bien, merci. C'est moi qui vous remercie, M. Fluet. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.